Kerouac a écrit ce livre en 3 semaines, du 2 au 22 avril 1951. Il l'a écrit sur un rouleau de papier long de 36,5 mètres. Sur le rouleau original, toutes les phrases se font suite. Il n'y a pas de paragraphe, pas de chapitre, pas de saut de ligne. Quand Kerouac passe d'un livre à l'autre, il se contente d'écrire le numéro du livre en question au bout de la phrase précédente. Il ne fait pas de saut de page, ni même de ligne. Kerouac a dû remanier son texte, voire même passer certains moments sous silence pour qu'un éditeur accepte de publier son texte. Selon les versions, les noms des personnages changent, les noms réels sont changés en noms fictifs. Ce récit est raconté du point de vue de Sal Paradise, qui correspond au point de vue de Jack Kerouac. Il nous raconte sa vie, mais il nous raconte surtout les actes et les dires de Dean. On n'entre pas dans la tête de Dean, ce livre est une biographie vue de quelqu'un de l'extérieur. Il y a 4 grands voyages qui sont racontés dans ce roman. Il y a celui de 1947 qui va de New York à la Californie. Il y a celui de 1948-49 qui va de la Virginie à San Francisco en passant par la Nouvelle-Orléans. Il y a celui de 1949 qui relie Denver à San Francisco, puis Denver jusqu'à New York. Il y a celui de 1950 qui relie Denver à Mexico. Ce livre est une succession de noms de villes, de pensées et d'actions qu'il est difficile de résumer succinctement. Sur la route n'a pas vraiment d'intrigue. Il est centré sur les personnages et il y en a beaucoup. Il est centré sur les villes et il y en a aussi beaucoup. Il est centré sur les humeurs de Sal et sur les actions de Dean. Le roman est écrit à la première personne. On sait quelles sont les pensées de Sal et ses actions. Il nous rapporte ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu dire. Si l'histoire est écrite a posteriori, Sal a alors une bonne mémoire car l'histoire regorge de détails sur les villes et sur les gens. Dès la première page, Sal nous parle de Dean dont il a entendu parler mais qu'il n'a jamais vu. Tout le reste du roman sera centré sur Dean. Sal, avant de connaître Dean, paraît comme quelqu'un de déprimé et de triste qui n'arrive pas à écrire. Son rêve de partir à l'ouest est resté un rêve qu'il n'a jamais accompli. Quand Dean arrive, son rêve pour l'ouest se transforme enfin en réalité. Dean change tout dans la vie du narrateur. Par exemple, Sal a toujours rêvé de voyager, mais il ne l'a jamais fait. Il attend que Dean le fasse pour que lui-même le fasse. Si Dean était resté sur place, il serait probable que Sal serait aussi resté sur place. Sal est un personnage un peu jaloux, ainsi il n'aime pas lorsque Dean et Carlo sont amis et restent concentrés sur eux-mêmes. Quand il est sur la route, il imagine que les autres sont tous ensemble en train de s'amuser, alors que ce n'est pas le cas pour lui. Il cherche toujours à savoir ce que fait Dean et de ne pas le savoir le gêne. Sal est quelqu'un qui est incapable d'avoir une pensée méchante à propos des autres. La pauvreté des autres n'a pas d'importance pour lui, ce n'est pas un sujet de moquerie. Il se moque aussi de leur richesse, contrairement à Dean. Il aime tous ses amis, il semble détester personne, il ne juge personne, il prête ses affaires et son argent de bon cœur. Il n'est pas radin, quoique cela lui ferait peut-être du bien quelquefois. Cela ne le gêne pas de tomber dans la pénurie. Le manque d'argent est très présent dans le texte, ce qui amène le manque de nourriture, le manque de moyens de transport, des chambres bon marché ou pas de chambre du tout. Durant son voyage jusqu'à Denver, il rencontre des tas de gens. Il y a ceux qui le prennent en autostop, ou bien ceux dans les bars ou dans les hôtels. La grande majorité des gens sont compréhensifs et cherchent à l'aider dans son voyage. Le narrateur nous parle principalement de Dean, les moments où il est là et aussi les moments où il va à sa recherche. Ces moments-là sont les plus importants du roman. Il passe sous silence des autres moments ou alors il les passe de manière très rapide. Pour Sal, Dean est un héros. Il ne juge jamais son ami, même si son ami ne fait pas des choses très bien avec lui, il accepte passivement. Par exemple, quand Sal tombe malade au Mexique, Dean s'en va à New York au lieu d'aider son ami, mais Sal ne lui en veut pas.
Quand Dean n'est pas là, Sal pense à lui et les choses n'ont plus d'intérêt. Même si Sal cherche toujours Dean, l'inverse est aussi vrai car quelquefois Dean revient à Sal, quoiqu'il invente toujours quelques motifs. Les deux hommes n'arrivent pas à se fixer. Ils n'arrivent pas à avoir un travail longtemps, ils n'arrivent pas à fonder une famille. Sal aura plusieurs petites copines et Dean se mariera 3 fois et naviguera toujours entre ses femmes. Ils n'arrivent pas non plus à se fixer géographiquement. Ils vont d'est en ouest et d'ouest en est. Ils se fixent dans une ville, mais ils ne restent jamais très longtemps. Il faut sans cesse qu'ils bougent. Ils se déplacent grâce à plusieurs moyens. Grâce à l'autostop, grâce à la voiture, grâce au bus ou plus rarement en avion. Ils présentent souvent des classes sociales qui ne sont pas favorisées. Il y a celle des routards, qui se soient volontaires ou par obligation. Il y a celle des travailleurs saisonniers. Il y a celle des prostituées et celle des sans domicile fixe. Sal se focalise aussi sur les artistes, comme les musiciens, les écrivains, les poètes ou les philosophes. Ce livre est surtout un livre sur un état d'esprit. Il n'y a pas de prise de tête, il y a la réalisation de ses rêves, il y a l'enlèvement des barrières qui peuvent être représentées par la peur ou bien par la planification que Dean et Sal remarquent chez d'autres personnes. Bien entendu, tout cela a des côtés négatifs. Il y a des problèmes financiers, des problèmes pour se loger et des problèmes pour se nourrir. Le roman commence par la nouvelle de l'arrivée de Dean que le narrateur ne connaît pas encore. Le roman finit encore par des pensées à propos de Dean, sauf que là, il est parti. Ce roman présente un voyage initiatique. Au début, Kerouac se sent mal et il n'arrive plus à écrire. À la fin du roman, il arrive à avoir une femme qui est le type qu'il recherchait et il arrive à vendre un de ses écrits. Le voyage possède plein d'éléments, plein de péripéties, mais il est sans dégâts. Il ne leur arrive rien, ils échappent à tous les dangers. L'histoire aurait pu se dérouler plus mal, personne n'est mort, personne n'a disparu, ils ont des accidents de voiture, mais sans dégâts corporels. Sal est quelqu'un qui a constamment besoin de bouger. Même si des tas de villes sont citées, il n'y a que 4 grandes villes dans lesquelles Sal se repose un peu. Il s'agit de New York, de Chicago, de Denver et de San Francisco. Le cadre temporel du récit se situe après la Seconde Guerre mondiale. C'est une génération qui a constamment besoin de faire quelque chose, d'aller quelque part, de se réaliser pleinement. Ils ont même trop d'énergie qu'ils n'arrivent pas toujours à canaliser. Pour Sal, Dean est un héros. Il essaie aussi de nous faire voir Dean comme un héros. Il nous décrit toutes ses actions et quand un fait peut être mal vu, il cherche à nous le rendre acceptable. Il le fait également avec les autres personnages. Dès que quelqu'un fait une remarque à Dean, Sal prend la défense de son ami. Dean ne traite pas toujours bien son ami. Il y a par exemple le jour où Dean abandonne Sal et Marilou à San Francisco pour aller voir Camille. Il y a aussi quand Dean abandonne Sal qui a été malade à Mexico. Mais Sal ne lui en veut jamais, il lui pardonne tout et il ne semble pas remarquer les erreurs. Dean est une icône dans le sens où Sal est fan de lui, dans le sens où il arrive à attirer des gens à lui, et aussi dans le sens où il arrive à attirer des femmes facilement, et les femmes se conforment aux envies de Dean. Quand il les quitte, elle n'essaie pas de le rattraper, quand il revient, cela ne leur pose pas de problème. Mais Dean a des défauts. Il abandonne souvent les gens qu'il aime, par exemple, il change souvent de femme. Ses amis, à un moment ou à un autre, s'éloignent de lui car ils veulent un train de vie plus posé. Il ne possède aucun remords. Par exemple, il laisse une de ses femmes enceinte. Il est incapable de s'installer géographiquement. Il est incapable aussi de s'installer dans une vie amoureuse. Ce roman est le roman de l'insatisfaction. Si Dean et Sal ont sans cesse ce besoin de bouger, c'est que leur vie ne leur convienne pas, d'où cette agitation du début jusqu'à la fin du roman. Ils ne sont pas satisfaits de leur copine, alors ils en changent. Ils ne sont pas satisfaits de leur ville, alors ils en changent.
On peut se demander qu'est-ce qu'il recherche exactement. Sal recherche le paradis, comme le dit d'ailleurs son nom. Sal recherche un dieu qu'il croit trouver en Dean. Sal recherche la femme parfaite. Il cherche ces 3 éléments, mais ceux-ci sont introuvables puisque la perfection n'est pas de ce monde. Dean, lui, est à la recherche de son père, qu'il ne verra pas de tout le roman, et dont il est sans nouvelles durant une bonne partie du roman. Ces 2 garçons cherchent quelque chose d'introuvable. Ils sont donc toujours insatisfaits de ce qu'ils trouvent. L'insatisfaction amène la tristesse. Pour l'oublier, ils boivent, se droguent, pratiquent le sexe sans retenue. Mais tout cela ne leur fait pas oublier la tristesse. Cela leur fait oublier la tristesse qu'un instant. Dès que la tristesse revient sur eux, ils se sentent obligés de bouger, de faire de nouvelles rencontres, d'avoir de nouvelles petites amies. Sal est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup d'initiative. Il ne fera qu'un voyage seul sans Dean. Sal a de l'admiration quant à la capacité d'agir de Dean. Il n'a pas cette capacité et il a besoin de Dean pour le copier. Il a besoin d'être avec lui pour copier son mode de vie. Dean est un leader et Sal est un suiveur. Sal ne fait que suivre Dean et regarde ce qu'il fait. Dean ne tolère pas les gens qui ont de l'argent et ceux qui ont un train de vie relatif à l'argent, c'est-à-dire les gens posés qui n'ont pas besoin de faire quelque chose ou d'aller quelque part pour gagner de l'argent afin de survivre. Ils ont peu d'argent et pourtant cet argent est omniprésent dans le livre. Sal parle souvent de l'argent qui lui reste, il part avec peu d'argent, il parle des amendes qu'ils reçoivent et de l'argent qui leur reste, il parle de l'argent qu'il envoie à sa tante et de ses demandes d'argent. Sal, tout en manquant la plupart du temps d'argent, n'arrête pas d'y penser. Il pense également beaucoup aux kilomètres. Il pense à combien de kilomètres le séparent de telle ou de telle personne. J'ai rencontré Neil pas très longtemps après la mort de mon père. Je venais de me remettre d'une grave maladie que je ne raconterai pas en détail, sauf à dire qu'elle était liée à la mort de mon père, justement, et à ce sentiment affreux que tout était mort. Avec l'arrivée de Neil a commencé cette partie de ma vie qu'on pourra appeler ma vie sur la route. Avant, j'avais toujours rêvé d'aller vers l'ouest, de voir le pays. J'avais toujours fait de vagues projets, mais sans jamais démarrer ce qui s'appelle démarrer. Neil, c'est le type idéal pour la route, parce que lui, il y est né sur la route, en 1926, pendant que ses parents traversaient Salt Lake City en bagnole pour aller à Los Angeles. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par Al Chase, qui m'avait montré quelques lettres écrites par lui depuis une maison de correction dans le Colorado. Ces lettres m'avaient passionné parce qu'elles demandaient à Al, avec une naïveté attendrissante, de tout lui apprendre sur Nietzsche et tous ces trucs intellectuels fabuleux pour lesquels il était si justement célèbre. À un moment, Allen Ginsberg et moi, on avait parlé de ces lettres en se demandant si on finirait par faire la connaissance de l'étrange Neal Cassady. Ça remonte loin, à l'époque où Neal n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui, mais un jeune taulard, auréolé de mystère. On a appris qu'il était sorti de sa maison de correction, qu'il débarquait à New York pour la première fois de sa vie. Le bruit courait aussi qu'il avait épousé une fille de 16 ans, nommée Luann. Un jour que je traînais sur le campus de Columbia, Al et Ed White me disent que Neal vient d'arriver et qu'il s'est installé chez un gars nommé Bob Malkin dans une piole sans eau chaude à East Harlem, le Harlem Hispano. Il était arrivé la veille au soir et découvrait New York avec Luann, sa nana, une chouette fille. Ils étaient descendus au Greyhound dans la 50e rue et ils avaient cherché un endroit où manger. C'était comme ça qu'ils s'étaient retrouvés chez Hector, à la cafétéria que Neal considère depuis comme un haut lieu new-yorkais. Ils s'étaient payé un festin de gâteaux et de choux à la crème. Pendant ce temps, il abreuvait Luann de discours sur le mode. Maintenant que nous sommes à New York, chérie, même si je ne t'ai pas dit le fond de ma pensée en traversant le Missouri, et surtout quand nous sommes passés devant la maison de correction de Bonneville qui m'a rappelé mes démêlés avec la prison, il faut absolument oublier les menus contentieux de nos problèmes amoureux
pour envisager désormais nos projets de vie professionnelle, etc. À sa manière, qui était celle de sa prime jeunesse. Je me pointe à la piole sans eau chaude avec les copains et Neil nous ouvre en calcif. Luan saute du lit, vite fait. Il faut croire qu'il était en train de baiser avec elle. Il passait sa vie à ça. L'autre, le propriétaire, Bob Malkin, était là lui aussi. Mais apparemment, Neil l'avait expédié à la cuisine faire du café sans doute pendant qu'il avançait dans ses problèmes amoureux.